Avant de développer l'étape suivante, permettez-moi de citer quelques chiffres bien réels de notre société actuelle que chacun pourra aisément vérifier s'il le désire. En moyenne, une femme a son premier enfant à 26 ans. Elle se marie vers 30 ans. On en est même à parler de premier mariage, puisque la coutume s'installant dans le divorce et le remariage. Une femme sur 4 aujourd'hui est porteuse d'une MST, maladie sexuellement transmissible. 90% des femmes ont utilisé un moyen de contraception et la majorité d'entre elles ont utilisé plusieurs moyens de contraception durant leur vie. Une femme sur 3 avorte aujourd'hui. 40% des enfants naissent dans une famille monoparentale, presque 1 sur 2. Quand une femme a eu des relations sexuelles avec plus de 5 hommes dans sa vie, son pourcentage de chance de se marier passe en dessous des 20%. Comme je le disais plus haut, près de 60% des mariages se transforment en divorce aujourd'hui. Et près de 80% des divorces sont demandés par les femmes. Au moment du divorce, ce sont quasi toujours les femmes qui obtiennent les enfants. Or, la majorité des personnes qui vont en prison, qui arrêtent l'école et finissent dans la rue sans abri viennent de familles monoparentales, ayant eu comme parent une mère seule. 80% des violeurs ont été élevés par une femme seule. Les hommes privilégient les femmes sans enfants. Et cela tout simplement parce que les enfants d'un autre homme viennent avec les mêmes responsabilités, alors que, en ce qui concerne l'autorité, on ne peut l'exercer de manière tout à fait naturelle et légitime que sur ses propres enfants. Le problème est que nous devons arrêter de mettre sur un piédestal les mères qui élèvent leurs enfants seuls. Toutes les études sérieuses à ce sujet le démontrent. Les hommes trop émotionnels, c'est-à-dire élevés par une mère seule, sont à la tête et à la source, de la plupart des problèmes dans notre société actuelle. Or, tout ceci résulte de décisions prises par les femmes, justement. Maintenant, écoutez bien ceci. Une étude vient d'être effectuée aux États-Unis démontrant que, dans les années 50, à peine 17% des femmes se disaient malheureuses dans leur vie. Alors, même s'il est important de toujours se pencher sur comment rendre la vie moins pénible, personne n'ignore que le bonheur n'est pas de ce monde. Il n'est donc pas question d'espérer trouver 100% des gens heureux ici-bas, et cela dans aucune façon de vivre quoi qu'il arrive. La perfection n'est donc pas le but dans cette analyse. Mais ce qui est intéressant et très révélateur, c'est que aujourd'hui, en 2023, alors que l'on nous vend les soi-disant mérites de la libération sexuelle de la femme et la fin du soi-disant patriarcat, plus de 60% des femmes se disent malheureuses aujourd'hui. Le pourcentage de femmes se disant malheureuses dans leur vie a donc triplé ces 70 dernières années. L'écrasante majorité des femmes étaient épanouies dans les années 50. Ceci notamment dû au respect et à la protection que le mariage et la famille apportaient aux femmes. Et aujourd'hui, alors que l'idéologie républicaine et hollywoodienne prône l'égalité des sexes, la majorité des femmes sont devenues malheureuses. Quand elles ne sont pas suicidaires, en témoigne la consommation de calmants et de psychotropes, dont les femmes sont les premières consommatrices en France. En période d'élection, les femmes sont le groupe de votants le plus sujet à changer d'avis. Voilà pourquoi certains partis politiques les ciblent, elles, en particulier. À ce titre, le monde du marketing et de la publicité investit plus de 75% de leur budget en vue d'influencer l'émotivité des femmes. Par ailleurs, vous remarquerez que la façon qu'ont les femmes de faire les choses en général est quasi toujours valorisée ou vue comme bonne dans notre société d'aujourd'hui. Alors que la façon des hommes devient de plus en plus réprimandable. Un homme qui montre des sentiments, qualité féminine, est désormais valorisé dans cette société. Alors qu'un homme équilibré, montrant de l'assurance, voire une certaine maîtrise de soi, cela devient de plus en plus suspicieux, voire gênant dans certaines situations. Sauf bien entendu pour une minorité d'hommes inaccessibles et quasi irréels que représentent quelques super-héros ou acteurs iconiques hollywoodiens. Il faut bien canaliser certains fantasmes.
On ne compte d'ailleurs plus les publicités où l'homme est dépeint et représenté comme une mauviette devant son épouse qui le recadre, inversant de fait les rôles de manière suggestive. Dans l'éducation nationale, aujourd'hui, la majorité des enseignants en France sont en fait des enseignantes. Pareillement chez les psychologues, ces deux secteurs d'activité ayant une influence cruciale sur le formatage des enfants et donc des futures générations. Comme évoqué plus haut, passé la trentaine, les femmes atteignent ce fameux mur où elles ne sont plus aussi désirables que celles de 20 à 28 ans. Or, la plupart des hommes se marient parce qu'ils veulent des enfants. Une femme de 35 ans est donc généralement hors cible en ce qui concerne les hommes et le mariage. Sauf que cette société actuelle demande aux femmes d'étudier, de construire leur carrière, de profiter de leur jeunesse au maximum et de fait arrivent à 30-35 ans n'ayant jamais pensé une seule minute à ce que les hommes veulent et attendent d'un mariage et de leurs futures épouses. Cette question pourtant essentielle ne leur effleure quasiment jamais l'esprit. La femme est d'ailleurs très mal équipée pour choisir son propre époux, car elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut généralement. Et elle a tendance à choisir basé sur l'apparence et ses émotions. D'où l'importance de la présence du père pour les aider à choisir un mari. Par ailleurs, les hommes se moquent complètement qu'une femme ait de l'argent ou pas. En fait, à choisir, ils préfèrent si elle n'en a pas. L'homme équilibré n'est pas une femme. Il n'a pas besoin de se sentir protégé par son épouse. Les hommes, à contrario, ont beaucoup plus besoin de se sentir utiles, de sentir qu'ils protègent leur famille et de se sentir respectés par leur épouse à la maison. D'où les disputes à répétition. Savez-vous que le manque de respect envers un homme dans sa maison engendre la plupart des crimes familiaux d'aujourd'hui ? Alors, il n'est pas question de légitimer les crimes familiaux, que ce soit bien clair, mais cela permet de comprendre objectivement d'où viennent les conflits. En fait, je vais vous dire la vérité. Ce que cette société a créé avec la femme d'aujourd'hui est un monstre. Un monstre pour les hommes, un monstre pour les enfants et un monstre pour elle-même. En effet, à choisir, les hommes bons, sains et équilibrés préfèrent idéalement que leurs épouses soient vierges, jolies ou plus exactement féminines, mères à la maison, humbles et surtout respectueuses. Or, la société d'aujourd'hui propose aux hommes des femmes qui ont eu des relations sexuelles avec plusieurs hommes, veulent continuer à travailler une fois devenues mères, pensent au divorce dès que se pointent les premières déceptions émotionnelles, qu'engendrent inévitablement les tracas du quotidien, et qui disséminent les fruits de son travail pour entretenir une famille avec laquelle les lois de la République ne l'autorisent plus à vivre. La société actuelle a fait des femmes d'aujourd'hui des êtres irresponsables. En moyenne, les parents d'aujourd'hui passent environ 30 à 45 minutes par jour avec leurs enfants. Qui donc, croyez-vous, a le plus d'influence sur eux ? Papa et maman, qui passent moins d'une heure avec leur progéniture, ou bien l'éducation nationale, quand ça n'est pas la télévision qui, comme on l'a vu plus haut, est infestée par l'idéologie féministe à tout niveau. Par ailleurs, la femme carriériste ne l'est que pour elle-même, et le cas échéant pour sa progéniture, alors que l'homme marié, lui, travaille toujours pour sa famille, sa femme et ses enfants. Vous pensez que tout cela est exagéré ? Regardez par exemple la différence entre les attentes d'une femme lorsqu'elle a un problème ou quelque chose la dérange. Eh bien, pour nous les hommes, cette situation converge vers une recherche de solution, trouver la solution au problème. Alors que pour les femmes, c'est d'abord une situation émotionnelle, qui nécessite donc d'exprimer son émotion et surtout, de se sentir écoutée. Et c'est avant tout un dilemme émotionnel en ce qui la concerne elle. Pour le dire autrement, nous les hommes sommes avant tout une sorte de trouveurs de solutions. C'est notre nature à nous, alors que la femme, elle, est avant tout une sorte de partageuse d'émotions. C'est sa nature à elle. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans ce monde gaucho-féministe, quand une femme ne trouve plus chez son mari la personne qui lui permette de s'épanouir émotionnellement, elle divorce.
Et puisque plus rien ne la retient de le faire, bien au contraire, cette société malade nous y insiste de plus en plus, elle retombe amoureuse avec les mêmes mauvaises raisons initiales et embarque leurs enfants dans ce marasme, cette déchirure affective, matérielle, psychologique et spirituelle. D'une part, elle n'a pas eu le père solide, sain d'esprit et équilibré qui aurait dû être là pour la protéger contre ses émotions et ses sentiments seuls, afin d'entrer en mariage avec plus d'objectivité, de responsabilité. D'autre part, la République lui ouvre grand le chemin du péché, du divorce, donc de l'adultère. Je rappelle que la République française a été créée par l'ennemi du Seigneur, comme révélé à sainte Marguerite-Marie Alacoque à Paray-le-Monial en 1689. Vous doutez encore de la véracité de cette analyse ? Prenons un exemple. Prenons une femme célèbre qui se revendique catholique pratiquante et que beaucoup voient comme un exemple des valeurs actuelles de la femme française. Je veux parler de l'éditorialiste Charlotte Dornelas. Chacun reconnaîtra que Charlotte est une femme intelligente, éloquente et plutôt agréable à regarder. Or, beaucoup pensent aussi que cette journaliste représente la femme catholique française du monde d'aujourd'hui. Et pourtant, voici une analyse honnête et objective. Charlotte a 35 ans, d'évidence addict à son travail puisque le matin à la radio, la journée à son journal et les soirs sur les plateaux télé. Sans compter les dimanches après-midi quand elle participe à des débats en direct. Probablement célibataire, elle représente de fait l'archétype de ce qu'un homme équilibré ne désire ou n'espère absolument pas chez sa future épouse et mère de ses enfants. Qu'elle ait du succès auprès des hommes, cela me paraît évident. D'ailleurs, l'écrasante majorité des femmes pourraient changer de partenaire sexuel chaque jour si elles le voulaient. Mais là n'est pas la question. Plus personne n'ignore qu'en ce qui concerne le sexe, ce sont les femmes qui font la pluie et le beau temps. Alors que pour le mariage, ce sont les hommes qui choisissent. Que Charlotte n'ait pas voulu se marier avec le premier venu, rien d'étonnant là-dedans. Mais n'allez pas croire non plus que la totalité des hommes que la Providence a dû lui faire rencontrer ces 10 ou 15 dernières années n'étaient que des hommes moches et cons. La majorité des hommes catholiques pratiquants sont d'ailleurs des hommes bons, parmi lesquels certains sont plutôt beaux gosses. Pas vrai, mesdames ? Par ailleurs, Charlotte bénéficie aussi de certains avantages liés à son statut de femme célèbre, avec quelques aspects négatifs évidemment. Or, cette apparence de réussite ou de bonheur, qui n'en est pas un, la célébrité, engendre dans l'esprit de beaucoup de femmes le mauvais ou faux exemple de ce qu'est le succès, ou plus exactement d'une vie de femme chrétienne réussie. Au reste, s'étant déclarée comme catholique pratiquante, il n'est pas question pour elle d'être vue publiquement avec un homme qui n'aspire pas à être son fiancé ou futur époux, surtout à son âge avancé. Or, quel type d'homme accepterait de fonder une famille avec ce style de femme ? Je rappelle que les hommes entrent en mariage principalement pour avoir des enfants, pour fonder une famille. Voilà donc une femme que l'on célèbre, félicite et encourage même en tant que femme actuelle, catholique de plus est, et qui pourtant représente tout à fait l'opposé de ce que les hommes équilibrés recherchent chez une épouse pour fonder une famille. Cette intelligente et jolie femme a pourtant fait tout ce que la République lui demandait, ainsi que probablement ses parents d'ailleurs, à savoir bien travailler à l'école, faire des études, cultiver son indépendance et se donner à fond pour sa carrière. Le genre de choses que l'on aurait trouvé complètement absurde il y a même pas 70 ans. L'écrasante majorité des femmes lui aurait dit quelque chose comme « Si tu fais cela, tu ne trouveras jamais un mari, tu finiras jeune fille, sans enfant ni famille, Charlotte. » Or, c'est bien la République au service du malin qui a créé cela. Ça n'est certainement pas le Seigneur. Je rappelle que le but de notre vie dans ce monde n'est pas d'être heureux ici-bas, non. L'objet et la finalité de cette vie, courte et passagère, c'est d'être sauvé par l'Évangile et d'aider nos frères et sœurs à être sauvés à leur tour. L'unique et véritable bonheur nous attend dans le monde d'après, nous dit le Seigneur.
L'idéologie républicaine s'est donc servie de la catégorie réelle, certes, mais très minoritaire, de femmes malheureuses, les fameux 17% dont on a parlé plus haut, pour ensuite grossir le trait, noircir le tableau et grâce à des lois liberticides, funestes et maudites, ont retourné le cerveau du peuple. À commencer par nous inviter à prier de moins en moins, jusqu'à obtenir que la majorité des âmes ne croient plus en Dieu, et ne le prient donc plus du tout, transformant de fait les réalités de cette courte épreuve, qu'est la vie, en l'objet de tous les fantasmes et désirs les plus éloignés de l'esprit de famille au possible, en vue de tuer la famille, justement. Je répète que le malin s'est focalisé sur les femmes avec pour motivation de détruire la famille et, de fait, toute la création. Au reste, n'allez pas croire que Dieu nous appelle à nous focaliser sur des choses aussi puériles que sont la politique, les faits divers et l'actualité journalistique.